C'est donc dans le contexte bien sympathique de l'assassinat de son père au crâne défoncé à coups de hache suite à un traquenard organisé par le fils du roi de France que Philippe le Bon devient duc de Bourgogne. Se vêtant dès lors de noir en signe de deuil, mais pas seulement. Le noir c'est digne, le noir c'est sombre, le noir ça fait peur. Philippe donc n'a plus qu'une idée en tête, venger la mort de son père Jean sans peur. Et même s'il peut pas dégommer le fils du roi de France à l'arbalète, il trouve malgré tout un autre moyen de se venger, et ce tout en servant les intérêts de la Bourgogne. En effet, Fifi va alors passer directement par le roi de France, Charles le Fol, qui, comme son nom l'indique, était complètement maboule. Fifi, très doué, parvient donc à faire signer au roi de France un traité dans lequel il déshérite totalement son propre fils, l'héritier de la couronne de France. Philippe tient alors sa parfaite vengeance, mais ce n'est pas tout, car le roi de France par ce traité donne aussi à sa mort la couronne de France au roi d'Angleterre. Par cette habile manigance, Philippe fait de la Bourgogne non plus un état vassal du royaume de France, mais un pays autonome. Ah non mais c'est un bon le mec, tellement bon que c'est justement le surnom qu'on lui a donné, Philippe le Bon, parce qu'il était super doué. Bon, après le seul pépin c'est que le roi d'Angleterre il va crever 2 mois avant le roi de France. Oh c'est ballot, hein, c'est ballot. Ce qui fait que quand 2 mois plus tard Charles le Fol y passe, et ben c'est un bébé qui se retrouve héritier de la couronne de France et de la couronne d'Angleterre. Bref, une lourde responsabilité pour le régent anglais qui va devoir s'occuper de tout ça. Je vous laisse quand même imaginer si ce bébé aurait eu l'âge de la majorité du Moyen-Âge, c'est-à-dire 13 ans, il aurait été sacré à Reims et qui sait ce qui aurait pu arriver par la suite. Et c'est là que paf, retournement de situation ultime, coup de théâtre de malade, le roi de France déshérité réapparaît. Le type avait tout perdu, il ressort de nulle part, se fait non seulement légitimer, mais parvient même à se faire sacrer roi de France à Reims. Mais comment il a pu faire ça le mec? Il lui aurait fallu une véritable pyramide de pognon, ou alors un allié aussi puissant qu'un empereur pour le sortir dans la merde dans laquelle il était. Eh ben truc de dingue, il a fait sans pognon et sans empereur. Il a changé l'histoire de la France et de l'Europe grâce uniquement à une paysanne. Et pour cause, vous la connaissez tous, c'est Jeanne d'Arc. Inutile de développer plus son histoire, vous connaissez. La guerre entre Français, Anglais et Bourguignons se poursuit donc de plus belle, et au cours de celle-ci, les Bourguignons assiègent la ville de Compiègne, où ils se retrouvent à faire face à une sortie en force de la Pucelle, qui échoue à briser le siège. Celle-ci se retrouve capturée. Jeanne d'Arc se retrouve alors prisonnière de Philippe le Bon, qui ne tarde pas à la livrer aux régents de France et d'Angleterre pour la rondelette somme de 10 000 livres. A noter que tout ça aurait pu être très différent si le roi de France aurait voulu la sauver, mais il a décidé de ne rien faire, considérant la Pucelle, maintenant qu'il était sur le trône, comme une exaltée de plus en plus gênante pour ce qui est de ses manœuvres politiques, notamment internationales. Il décida donc de laisser Philippe le Bon la vendre aux Anglais, puis les Anglais la filer à un de leurs collabos, Pierre Cochon, qui inculpe Jeanne d'Arc pour hérésie chrétienne. Vous connaissez la suite. Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Au bûcher! Au bûcher! Nous voici maintenant en 1435, et l'heure est désormais au pourparlers pour mettre fin à la guerre de 100 ans. Les grandes puissances de l'époque se réunissent alors. Là, le roi de France, Charles VII, accorde officiellement l'indépendance à la Bourgogne et promet de ne s'attaquer à aucune nouvelle possession faite par la Bourgogne durant la guerre. En échange, tout ce qu'il demande est la reconnaissance de son titre de roi de France. Après avoir mûrement pesé le pour et le contre, Philippe le Bon décide d'accepter, mettant fin à une guerre civile ayant duré 30 ans en France entre Armagnac et Bourguignon. Une bonne nouvelle! À ceci près que l'Angleterre refuse absolument de lâcher la couronne de France. Et là du coup, ça y est, c'est reparti, on recommence à tous se cogner dessus, à ceci près que désormais l'équilibre des alliances a changé, la Bourgogne se trouvant désormais du côté du royaume de France. Les Anglais mettent alors leurs menaces et exécutions qui pesaient depuis toujours sur le duché de Bourgogne. Ils stoppent le commerce crucial de laine de mouton avec la Flandre bourguignonne, provoquant une grave crise économique dans cette zone stratégique pour l'économie du duché de Bourgogne. Mais bon, en finale, en échange d'une partie de la Normandie, l'Angleterre finit par accepter de lâcher la couronne de France. Allez hop, on retire les fleurs de lys. Voilà. Et là, c'est officiellement la fin de la guerre de 100 ans, qui aura duré au total 116 ans. Dans le même temps, la Bourgogne annexe le Luxembourg, suite au décès de la tante de Philippe le Bon. Qu'est-ce qu'on dit? Merci tata! Ce qui fait que le duché est le plus grand et le plus puissant de toute l'Europe.
Le grand-duché de Bourgogne est alors au sommet de sa puissance. Je crois qu'on peut dire que Philippe le Bon a réussi. Seul un lointain nuage semble pointer le bout de son nez à l'horizon. En 1456, le fils du roi de France, futur héritier de la couronne, décide de faire une fugue. En effet, il a légèrement indisposé son petit papounet depuis qu'il a collé une tarte à l'une de ses maîtresses favorites. Ça s'est à peu près passé comme ça. Silence maintenant, ou tu vas prendre une claquade. Ouais, là c'est sûr, il était un peu de travers le papa après ça. Surtout qu'en plus son fils voulait se marier avec une fillette de 11 ans, ce qui déplaisait fortement au papa. Non pas parce qu'elle avait 11 ans évidemment, mais parce que c'était pas celle qu'il avait décidé pour lui. Du coup, papa roi de France, en réaction à tous ces écarts, décide de se vénérer, mais quelque chose de costaud. Il va aller chercher son fils avec son armée. C'est là que le fiston décide de fuguer et d'aller chez son oncle. Et son oncle n'est autre que Philippe le Bon, le grand rival de son père, qui l'accueille à bras ouverts car il y voit une opportunité politique. En effet, quand le papa roi de France sera mort, le fiston sera particulièrement reconnaissant envers son oncle qui l'a tant protégé. En tout cas, c'est ce que prévoit Fifi. Du coup, il le bichonne, son petit fugueur royal. Mais attention, en mode Ritz, il lui alloue comme résidence un château ainsi qu'une pension annuelle de 36 000 puis 48 000 livres. Et durant ses presque 5 années en exil, le dauphin, qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, il observe les intrigues de la cour de Bourgogne. Il sonde les esprits de ceux qui la composent et s'emploie à séduire ceux qui pourront lui être utiles tout en notant discrètement les forces et les faiblesses du duché. Charles VII lui-même fit un commentaire prémonitoire au sujet de son fils qu'il détestait tant. Mon cousin de Bourgogne a donné asile à un renard qui un jour lui dévorera ses poules. Et quand le roi de France finit par mourir, tonton Philippe le Bon organise le sacre de son petit protégé. Des milliers de cavaliers entourent plus de 50 chariots d'or, de vaisselle rare et de tonneaux de Bourgogne, direction Reims. Ce sera une fois de plus tonton Philippe le Bon en personne qui posera lui-même la couronne sur la tête du nouveau roi de France, qui prendra le nom de Louis XI. Le chapitre final du Grand-Duché de Bourgogne va commencer.